La chance aide parfois, le travail toujours. Madame Somé, née d'Amboise Jeanne, en est la preuve. Inspectrice d'enseignement du premier degré, elle profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Sa vie, son parcours, ses expériences sont autant de leçons de vie que nous entendons visiter aujourd'hui. Téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1, installez-vous confortablement pour des moments de partage. Bonsoir, Madame Somé. Bonsoir, M. Sarré. Vous portez un très bel habit. Merci. Avec une photo de votre défunt mari. Oui. Pourquoi cet habit pour cette émission? Mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il a participé à ma formation. J'ai partagé plus de 40 ans de vie avec lui. Okay. Nous avons eu 5 enfants, c'est pas petit. Donc c'est en quelque sorte pour lui rendre hommage. Pour lui rendre hommage aussi, que je porte cet habit. D'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons suivre votre bio express pour permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de qui vous êtes. Suivant. Leçon de vie reçoit aujourd'hui une dame au parcours inspirant. 78 années de vie, une carrière professionnelle bien remplie et une vie de famille réussie. Madame Somé, née d'Amboise Jeanne, a surtout impacté le monde de l'enseignement, de la femme et de la jeune fille du Burkina. Elle sera notamment membre du gouvernement du Burkina au poste de secrétaire chargé de l'éducation non formelle jusqu'en 2002 et membre du Conseil constitutionnel jusqu'en 2008. Ces postes prestigieux sont le fruit d'un très beau parcours professionnel. Jeanne Somé a été directrice générale de l'enseignement de base de 1988 à 1992. Elle sera ensuite enseignante à l'école des cadres de contrôle et d'animation pédagogique de Ouagadougou avant d'intégrer l'équipe de plan international en tant que chef de l'équipe éducation. Jusqu'en janvier 2000, Jeanne Somé occupera le poste de conseiller technique au ministère de l'enseignement de base. À ce poste, elle est responsable du suivi de l'éducation des filles, de l'éducation environnementale, du plan décennal de l'éducation de base et elle est entre autres présidente du comité national d'organisation du concours d'excellence à l'école primaire. Cette belle carrière a débuté en 1967 au poste de professeur de français dans différents collèges. Le collège de jeunes filles de Tounouma, le lycée Ouézin Koulibaly et le collège d'enseignement général de Korogo en Côte d'Ivoire. Elle gravira très vite les échelons pour passer d'abord chef de service de l'enseignement privé et préscolaire, ensuite directrice adjointe à la direction de l'enseignement du premier degré et enfin chef de circonscription d'enseignement du premier degré et la suite, vous la connaissez. La brillante carrière professionnelle de Madame Somé, née d'Amboise Jeanne, est aussi tributaire de sa formation qui débute par l'obtention du baccalauréat série sciences expérimentales en 1965. C'est le département de lettres modernes de l'Université d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui va l'accueillir jusqu'en 1967. Elle passe ensuite le certificat d'aptitude pédagogique des professeurs de CEG, option français-anglais en 1973. Madame Somé ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1982, elle décroche le certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement du premier degré. Jeanne Somé, c'est aussi un fort engagement social. Elle fait partie des scouts depuis ses années scolaires et est membre honoraire de l'Association mondiale des guides et éclaireuses depuis 1990. Elle a d'ailleurs occupé le poste de commissaire national de l'Association des guides entre 1972 et 1986. Madame Somé est mère de 5 enfants. Elle parle les langues bois, djoula, français et anglais. Elle passe sa retraite entre prier et prodiguer des conseils et cela tombe bien car nous en sommes friands à l'émission Leçon de vie. Alors, Madame Somé, vous avez été enseignante pratiquement toute votre vie.
je pourrais dire jusqu'à ce que vous alliez à la retraite. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. D'où vous vient cet amour pour l'enseignement? Mais à l'époque, nous n'avions pas beaucoup de choix, hein. Surtout pour nous, les jeunes filles de l'époque. Bon, la plupart, nous nous orientons vers l'enseignement. Et puis bon, tout naturellement aussi, je me suis orientée vers l'enseignement. D'accord. Vous avez été d'abord professeur de français à Korogo, en Côte d'Ivoire. Non, c'est d'abord à Tounouma-Filles. À Tounouma-Filles. Collège de Tounouma-Filles à Bobo. Puis au lycée Ouenzen Koulibaly. Et un passage à Korogo. Alors, parlez-nous un peu de vos premières expériences. Ce n'est pas évident, vous deviez être si jeune à l'époque, très jeune, avoir des élèves en face du secondaire qui, à l'époque, on sait aussi parfois, il y avait des personnes d'un certain âge. Est-ce que ça a été facile pour vous? Dans un certain sens, oui, parce qu'effectivement, j'étais jeune. Et beaucoup de gens me confondaient avec mes élèves. Ok. Même à la maison, quand les gens venaient, on cherchait Mme Soumé. Quand je me présentais, ils s'attendaient à une autre dame, pas à moi. D'accord. Donc ça veut dire que je n'avais pas de problème particulier avec les élèves, parce qu'effectivement, avec certaines, la différence d'âge n'était pas très grande. Très grande. Et donc, bon, en tout cas, je n'ai pas eu de problème particulier. D'accord. Sauf que, bon, on trouvait que j'étais un peu trop rigoureuse sur l'heure, sur les comportements, les habillements, etc. Bon, mais ça, c'est normal. D'accord. Vous serez chef de circonscription d'enseignement du premier degré, d'abord à Ouaga 3, ensuite à Ouaga 5. Alors, quelles étaient vos missions à l'époque? Les missions du chef de circonscription d'enseignement du premier degré sont pratiquement les mêmes aujourd'hui. Un inspecteur de l'enseignement du premier degré à qui on confie une circonscription, c'est-à-dire un territoire donné avec un certain nombre d'écoles à encadrer. Un territoire, ça pouvait prendre combien de... On pouvait avoir combien d'écoles? Au début, moi, j'avais plus de 50 écoles à encadrer. Okay. Donc, ça veut dire que vous avez 300 ou 400 ou combien d'enseignants à encadrer. Bon, vous suiviez pédagogiquement les enseignants, y compris les directeurs d'école, et vous suiviez la carrière des enseignants, parce qu'à la fin de chaque année, il y avait les bulletins d'évaluation des enseignants qu'il fallait remplir. Donc, en quelque sorte, les enseignants étaient vos élèves. Ce n'est pas des élèves. Le travail de l'inspecteur, c'est... Oui, il fallait les encadrer, il fallait les aider pour voir s'ils font bien leur travail et les former. On organisait aussi des sessions de formation pour les enseignants pour qu'ils puissent maîtriser leur métier. Okay. Donc c'est vraiment l'encadrement pédagogique, c'est ça le vrai nom, quoi. Okay. L'inspecteur de l'enseignement du premier degré, c'est un encadreur pédagogique. D'accord. Nous marquons justement une pause pour suivre quelques témoignages de certains de vos collaborateurs. Elle était simple, c'était pas compliqué. Et elle aimait plaisanter. On aimait jouer sur les mots. Et ça détendait l'atmosphère. Elle aime venir en aide aux personnes. La preuve, rien que samedi, elle m'a donné des produits pour que je fasse partie de certaines rides de ma vieillesse. C'est dans le cadre du travail. J'ai connu Madame Sommé à la sève de Ouaga 3, ensuite Ouaga 5, parce qu'elle était chef de circonscription à l'époque. C'est une qui est battante. Elle aime le travail bien fait. En tout cas, si ça ne va pas, elle va vous le dire carrément. Bon, Madame Sommé, elle avait une écriture, elle-même elle le dit, son écriture c'est comme une mouche qui marche. Et quand elle écrit, elle dit c'est toi qui connais lire mon écriture. Donc c'est toi qui vas faire ce travail. Et chaque fois, je prenais le travail. Quand bon, il y a des mots, elle va dire que ah, cette fois-ci, madame, c'est pas ça. Hein. Je ne l'ai jamais vu gronder une personne. Jamais. Elle a même créé, ça c'est du côté spirituel, elle a créé un groupe
dans le service pour qu'on aille prier. Donc, c'est elle-même qui a eu l'idée. On travaille ensemble, il est bien vrai, mais il faut que nous soyons unis davantage. Donc, elle a créé ce groupe de travail et on partait chaque fois à Yarma pour prier. Si vous avez un problème, un cas social, elle est la première à venir vous voir. Par exemple, moi, j'ai eu à perdre une cousine. Et ce jour-là même, je suis rentrée dans ce bureau. En ce moment, je n'étais plus avec elle. Moi, j'étais au secrétariat général. Elle était conseillère technique du ministre. Mais dans l'espoir d'avoir des produits pour la malade en question, elle m'a orientée. Déjà, ma malade est décédée, moi je ne savais pas. C'est quand je suis retournée dans mon bureau, on m'a informée. Et quand elle a appris, elle m'a rejoint immédiatement à la morgue pour me consoler. Ça, je ne peux pas oublier. De 1988 à 1992, vous serez directrice générale de l'enseignement de base au Burkina Faso. Alors, quels étaient les défis de ce poste à l'époque? Ah, ça n'a pas été facile. Parce que j'étais la première femme à occuper ce poste au Burkina Faso. Okay. Jusque-là, c'était des hommes, des inspecteurs qui occupaient ces postes. Donc, vous connaissez, excusez-moi le terme, la phallocratie des hommes. Voir une femme que beaucoup ne connaissaient pas, qu'on parachute à la tête de la direction générale de l'enseignement du premier degré. Oh, c'était pas facile. Et quelles ont été vos victoires à ce poste? J'ai grandi au milieu des garçons. Je n'ai pas eu de sœur dans ma famille. Ma petite sœur est décédée très tôt. Donc je me suis retrouvée seule fille au milieu des garçons, de 5 garçons. Vous avez été élevée pratiquement comme un garçon. Voilà. Donc j'ai appris à me battre avec les garçons. Donc quand je me suis retrouvée à ce poste où les hommes étaient majoritaires, je ne me suis pas du tout sentie... Je n'ai pas été complexée. Ils s'en sont rendus compte très vite. Et du coup, bon, au bout d'1 an, 2 ans, tout est rentré dans l'ordre. Ça a même viré sur l'autre bord, ça a dit, bon, si le ministre ne passait pas par moi pour donner des instructions, c'est des problèmes. Et là, j'ai dû aussi travailler à les ramener sur la voie que le ministre, c'est quand même lui qui décide. D'accord. Vous avez par ailleurs fait une excursion à Plan Burkina. Oui. Avant de revenir au niveau du ministère de l'Enseignement, où vous allez occuper le poste de présidente nationale du comité d'organisation du concours d'excellence à l'école primaire. Donc là, le concours d'excellence à l'école primaire, c'est une idée que je mûrissais depuis que j'ai fini ma formation d'inspecteur. Parce que l'idée pour moi, avec mon directeur de l'époque, paix à son âme, M. Yarbanga Koukar Amadou, nous cherchions le moyen de pouvoir, à un certain moment, évaluer le niveau général, par exemple, de la classe du CE1 ou du CE2, à travers tous les pays, pour voir les différences, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer. De là est née l'idée d'organiser un concours d'excellence pour les CM2. Et donc, nous avions tenté d'abord en donnant, par exemple, par trimestre, on donne un sujet pour une classe donnée, par exemple pour tous les CM1 ou sur les CE2, et on demande aux maîtres de faire passer cet examen blanc-là, mais que ce ne soit pas les maîtres titulaires de l'école qui corrigent, mais les maîtres de l'école d'à côté qui corrigent, pour avoir un peu plus d'objectivité. Et ça nous permettait donc de voir quel était le niveau général des élèves au Burkina Faso. De là est née l'idée du concours d'excellence pour la classe de CM2, avec l'idée en tête d'amener les autorités à créer un lycée d'excellence. C'est-à-dire tous les premiers des 45 provinces-là, nous voulions que le gouvernement ouvre un lycée d'excellence où ils seraient admis à l'internat
suivis, c'est-à-dire donc ils avaient tout et on les suivait. Enfin, ils formaient une élite d'enseignants. Oui, les travaillaient, mais on voulait qu'il se dégage une élite et donner la chance à tous les enfants du Burkina Faso. Donc chaque premier de chaque province là devait être les excellents là, on devait les rassembler dans un lycée. Je crois que l'idée s'est concrétisée bien après. Moi, je n'étais plus au ministère, mais l'idée a fait son chemin et ça a fini par se concrétiser. Je ne sais pas ce que ça donne, mais je crois qu'il y a un lycée d'excellence à Azignaré. D'accord. Voilà. Je pense que c'est une très bonne idée également. Certainement, ceux qui nous suivent, cela ne tombe pas dans l'oreille de sourds. Cela pourrait inspirer certaines autorités pour effectivement ouvrir des écoles d'excellence afin d'accueillir les meilleurs élèves des différentes classes dans ces différentes écoles. De 2000 à 2002, vous serez membre du gouvernement, secrétaire chargé de l'éducation non formelle. Alors, en quoi consistait votre mission à l'époque? La mission, c'était d'abord, de renforcer l'alphabétisation en langue et en français. Bon, l'alphabétisation adressée à tout le monde, quoi, notamment au monde paysan et dans les villes à ceux qui n'ont pas fait l'école, etc. C'est qu'on appelait le Bantare à un moment donné. Voilà. Bon, mais nous, c'était quand même mieux que le Bantare. D'accord. Parce qu'on a essayé d'organiser, justement. Okay. Et puis, on avait pensé aussi aux jeunes de 9 à 14 ans qui n'ont pas été à l'école ou qui ont quitté très tôt l'école. Il fallait créer des centres d'éducation de base non formelle pour leur donner une certaine formation pour qu'à la sortie, ils puissent se débrouiller, se battre dans la vie. Parce qu'on leur apprendrait à utiliser leur du doigt, on leur apprendrait à réfléchir et on leur inculquerait un certain nombre de valeurs, de comportements, etc. Donc, c'est ce travail-là qu'on m'avait confié. Okay. Oui. On va également écouter vos vacances pour vous nommer membre du Conseil constitutionnel de 2002 à 2008. Oui, bon, j'étais déjà à la retraite. Je vous signale que j'ai eu mon décret de mise à la retraite en janvier 1998. D'accord. J'ai été réquisitionné, disons, par l'État pendant 10 ans après ça. Pour être membre du Conseil constitutionnel? Non, pour être d'abord en tant que conseiller technique du ministre. Quel ministre à l'époque? Bangourou Seydou. En 2000, j'ai été appelé au gouvernement pour les choses. Et puis après ça, je suis partie. Donc, après les élections, le gouvernement a été dissous. Je n'ai pas été reconduite. Et moi, je suis partie. Je pensais prendre ma retraite. Et c'est après ça qu'on m'a appelé au conseil pour la formation du premier conseil constitutionnel. D'accord. Et comment la collaboration se passe au niveau du conseil constitutionnel ou une nouvelle institution qui venait de se créer? Oui, une nouvelle institution et une découverte que je faisais, pas mal de défis parce que le conseil constitutionnel, c'est une grande cour, quoi. Par exemple, qui va juger les recours, surtout au niveau des législatives et des présidentielles. Et donc, il y a tout un travail qu'il fallait faire, il fallait installer, les choses, il faut suivre les élections sur le terrain pour voir si tout se déroule normalement, recevoir les plaintes, les examiner par rapport aux différentes lois concernant les élections et tout. Par rapport aussi à la Constitution, parce que la base du travail de la Cour constitutionnelle, c'est la Constitution. Est-ce que tout ce qui se fait est conforme à la Constitution? Si quelque chose n'est pas conforme à la Constitution, le Conseil doit le déclarer et on ne peut pas... Mais pour vous qui n'avez pas été juriste à la base, est-ce que ce n'était pas un peu difficile pour vous? Honnêtement, je pense que non, parce que les responsabilités assumées avant, par exemple à la direction générale de l'enseignement de base, où il fallait gérer tous les enseignants, en fait, j'avais la gestion de tous les enseignants du Burkina Faso. Donc il y avait quand même pas mal de recours, de difficultés, de plaintes à gérer, etc. Donc, et puis aussi, disons que mes activités dans les associations, dans le scoutisme aussi, m'ont amené donc à
à réfléchir, à examiner pas mal de choses. Donc c'était quand même des éléments qui m'ont aidé à m'insérer assez rapidement dans le circuit de l'examen des recours, de l'examen des lois. Parce qu'il y a les contentieux, mais il y a les lois aussi. Par exemple, il y a les accords que le Burkina conclut avec les gens. On nous envoie ces accords-là, on envoie ces accords au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel examine s'il n'y a pas quelque chose de contraire à la Constitution. Si c'est contraire, on dit non, on ne peut pas. Donc, il fallait examiner tout ça. Donc, la Constitution était vraiment est vraiment la base du travail du Conseil constitutionnel. Donc, bon, on sait. Et puis, on avait des camarades avec lesquels on échangeait. Quand il y a un dossier, on va voir, on vous affecte le dossier de l'étudier, d'amener les pour et les contre par rapport au Conseil, par rapport à la Constitution. Bon, vous pouvez aller voir un camarade, il y a telle chose, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je pense que c'est que... Donc, il y a eu une bonne collaboration quand même. C'est vrai, il y a toujours des difficultés quand vous rentrez. Et puis, le monde des magistrats, c'est quand même un monde que j'ignorais. Donc, j'ai appris un peu à le connaître et ça n'a pas toujours été facile. Mais Vous en êtes sorti. Je m'en suis sorti, Dieu merci, c'est l'essentiel. Voilà. Eh bien, merci. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cet entretien qui porte sur votre vie de famille et votre vie en société. Vous êtes mère de 2 garçons et de 3 filles. Alors, que représente la famille pour vous? Pour tout être humain normal, la famille, c'est un peu... Disons, la famille, c'est tout pour la personne. C'est la base. Si tu n'as pas été à l'aise, bien éduqué, bien intégré dans ta famille, c'est sûr que tu auras des problèmes en société. J'ai eu la chance de vivre dans une grande famille, des garçons la majorité. J'ai été aimée dans ma famille, acceptée et tout. Et j'ai eu la chance de tomber sur un monsieur, M. Somé, qui aussi avait des principes. Et puis, il y a eu l'éducation religieuse aussi. Ça compte beaucoup. On vous apprend le respect de l'homme, de l'être humain et tout. Et donc, bon, on a essayé avec M. Somé d'éduquer nos enfants suivant les valeurs morales, spirituelles que nous-mêmes, nous avions reçues dans nos familles respectives. D'accord. Nous allons suivre des témoignages de vos filles. En quelques mots, je dirais que maman est une femme battante. C'est ce que je retiens d'elle. C'est une femme forte, courageuse. Et c'est grâce à elle que nous sommes... Elle a eu 5 enfants qui ont tous réussi dans la vie. Et je crois que c'est grâce à ce côté fort-là. Elle nous a poussés, elle nous a éduqués, elle nous a poussés à aller aux études jusqu'au bout. Il a fallu qu'elle se lève, qu'elle attache son pain pour ses 5 enfants. C'est surtout côté cuisine, elle ne tergiversait pas. Il fallait apprendre, il fallait faire le ménage, la lessive, la cuisine. Même quand il y avait des bonnes, chacune de nous avait son tour. Résultat, aujourd'hui, on sait tout faire. Mon frère aîné, qui a la longue pensée finalement, qui n'était pas son fils parce que lui, on l'a tellement chicoté. Par contre, bon, moi et ma soeur jumelle, on était quand même sages. Je ne pense pas qu'elle ait eu à lever la main sur nous. Par contre, la dernière, oui. Et là, quand elle voulait, elle l'a corrigée, c'est nous qui venions à son secours. Si bien que, bon, elle dit que c'est à cause de nous que celle-là est pourrie, parce qu'elle n'a pas pu la corriger comme elle voulait. Elle est très battante, très engagée. Et un amour illimité pour sa famille. Quand je dis sa famille, je parle de sa famille nucléaire, je parle de la grande famille aussi. Très engagée aussi bien au niveau de sa famille que de la communauté. La communauté chrétienne catholique, aussi bien à Ouagakou, dans son village, très liée à la terre, très liée au pays, très liée au village. Avec la maladie du papa, elle a dû jouer le rôle du papa et de la maman en même temps. Et donc,
souvent beaucoup de rigueur, on va dire. Donc, on va dire que ça nous a suivis aujourd'hui. Quelquefois un peu de chicotte, mais moi, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai un peu échappé. Peut-être les grands frères un peu moins. Mais moi, si, j'ai quand même échappé. Mais ça n'a pas empêché qu'on avait en face de nous quelqu'un qui a beaucoup de caractère et avec qui il ne fallait pas s'amuser à déconner. Parce que là, on était recadrés immédiatement, on va dire. Maman peut comprendre, par exemple, quand elle a un échange avec toi parce que tu n'as pas eu la moyenne à l'école, elle peut comprendre qu'en maths ou en physique, chimie, tu n'es pas la moyenne, mais elle ne tolère pas qu'en leçon ou en français, tu n'es pas la moyenne. Il n'y a aucune excuse pour elle que tu n'es pas la moyenne. Et là, elle ne pardonne pas ça, elle n'accepte pas ça. Et si tu as des difficultés, ben, tu peux aller la voir afin qu'on te trouve un répétiteur, mais avec maman, ben, tu as la moyenne et tu passes, quoi. Sinon, ben, on disait qu'on te monte au tribunal de grande instance de la famille Somé et puis tu vas répondre de tes actes. C'est un peu quelque chose comme ça. Dans notre éducation, on va dire le respect des engagements, l'honnêteté, la conscience du travail bien fait. Alors, on voit que vous avez éduqué vos enfants dans la rigueur. Donc c'était un peu le commandant en chef dans la famille. Quel était l'objectif fixé par rapport à vos enfants? Est-ce que j'ai fixé des objectifs? Je crois que là aussi, les événements m'ont amené à chercher à m'imposer, enfin, à prendre des décisions, à orienter les enfants. D'abord, M. Somé, avant de tomber malade, il était très mobile. Il était souvent absent de la maison. Donc je me suis retrouvée avec 5 enfants les 4 premiers se sont suivis de très près. 66, 67, 69. Donc, disons qu'ils sont arrivés à l'adolescence pratiquement en même temps. Donc, il fallait bien, et comme le papa n'était pas sur place, il fallait bien attacher le paille et puis essayer de les orienter. Bon. Comme je l'ai dit aussi, j'ai reçu une éducation dans ce sens où on ne badine pas avec le travail et l'honnêteté, le travail bien fait et tout. Bon, j'ai essayé de leur inculquer, j'ai essayé de faire en sorte que, même en l'absence de M. Somé, ces enfants-là, chacun arrive un jour à se prendre en charge. Et que je leur dis toujours, je ne veux pas que vous ayez honte au milieu de vos camarades. Et si vous réussissez, c'est à la force de votre travail. Ce n'est pas par des interventions. Moi, je ne vais pas aller faire la courbette devant quelqu'un pour lui dire de prendre un enfant, un de mes enfants, pour le placer. Non. Vous allez vous placer vous-même par la force, par votre compétence, par votre honnêteté, par votre sérieux au travail. C'est tout. Vous ne concevez pas qu'on puisse rater sa moyenne en français et dans les leçons. Pourquoi? En leçon, il suffit de réciter. Il suffit d'apprendre, d'emmagasiner et de ressortir. Bon, un enfant normal, il doit être capable d'emmagasiner ce qu'on lui a dit et puis il ressort. En français, peut-être ça, c'est une des formations professionnelles. Comme moi-même, j'étais professeur de français. Donc, j'essayais même à la maison qu'ils parlent correctement et qu'ils écrivent correctement. On leur avait fourni plein de livres, plein de petits romans, de tout, pour qu'ils lisent. Et donc, je ne concevais pas qu'en français, ils ne puissent pas écrire correctement ou parler correctement. C'est tout, simplement. Enseignante, en plus d'être mère, oui. Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes aujourd'hui qui, à la maison, veulent encadrer leurs enfants pour essayer de combler les déficits ou les insuffisances au niveau de l'école afin qu'ils soient de meilleurs élèves en classe? Bon, je ne peux pas généraliser des conseils parce qu'au niveau de chaque parent, il y a d'abord ce que le parent lui-même a reçu, ce qu'il sait faire. Si tu es un parent qui n'a pas été loin à l'école, tout ce que tu peux faire, c'est de voir
Quand l'enfant arrive, ben, tu n'as pas de travail, si, donc va faire le travail. Même si moi je ne sais pas lire, mais va le faire. Et je peux demander à quelqu'un de voir, est-ce que c'est ce qu'on a demandé à l'enfant de faire? Bon, si c'est quelqu'un qui a le niveau, ben, il faut se donner la peine et il faut avoir le temps pour suivre les enfants. Il ne faut pas dire, ah, j'ai trop à faire, je peux pas, je rentre tard, je ne peux pas. Non, tu vas laisser l'éducation de tes enfants entre les mains de qui? Tu es le premier éducateur de tes enfants, donc il faut faire l'effort de suivre ton enfant. Qu'est-ce qu'il apprend à l'école? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il ne comprend pas? Et déceler les difficultés qu'il rencontre à l'école. Et comment tu peux l'aider? Est-ce que tu vas aller voir le professeur ou le maître pour lui expliquer un peu les difficultés? Ou est-ce que tu vas trouver quelqu'un ou toi-même, tu vas essayer de suppléer à ce qu'il ne peut pas avoir? Bon, ça dépend de chacun, quoi. D'accord. Et le fouet dans l'éducation, pensez-vous qu'il est utile? Moi, je suis d'une génération qui n'est pas d'aujourd'hui. Donc, je me disais, à l'époque, en tout cas, on utilisait les fouets. Maintenant, aujourd'hui, on nous dit non, il ne faut pas toucher l'enfant. Mais un enfant ne peut pas grandir comme une herbe, comme une plante. Ça, c'est mon point de vue. L'enfant vit dans une société qui a ses règles, qui a ses lois. Si l'enfant, très tôt, qui ne l'habitue pas à respecter les gens, à parler correctement, à éviter les gros mots ou des choses, ben, demain, tu seras le premier qui va souffrir de ce manque de respect et de ces gros mots que tu as laissé l'enfant. Quand l'enfant est tout petit, il dit vous riez. Non, il faut commencer très tôt. Pour que l'enfant sache que non, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Des choses. Par exemple, le chauffeur, gardien. Je dis non. Le chauffeur a un nom, le gardien a un nom. Il faut le respecter. Donc, c'est des petites choses comme ça, hein. C'est simple, je ne sais pas trop. Et en société, est-ce que vous avez du temps pour aller rendre visite à vos amis, pour participer à tout ce qu'il y a comme activité sociale autour de vous? Oui, à l'époque, oui, je participais à des activités sociales. Je faisais partie d'associations féminines. J'ai fait beaucoup le scoutisme. Aujourd'hui, où beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas assez de temps et sont amenées parfois à minimiser cet aspect, quels conseils pouvez-vous leur donner? Bon, je crois que quelqu'un a dit que le temps, on le prend. Si vous voulez vraiment vous tenir à quelque chose, vous aurez le temps pour le faire. Bon, quand vous n'avez pas le temps pour quelque chose, c'est que vous ne considérez pas cette chose-là comme importante. Vous avez des amis, vous n'allez jamais les voir. C'est que bon, ces amis-là ne comptent pas beaucoup pour vous. Quel que soit, vous ne pouvez pas être fréquent chez ces amis-là, mais de temps en temps, ou appeler, ou se lever, aller voir l'ami, la personne sait que vous tenez à lui, même si elle ne vous voit pas souvent. Donc quand vous ne le faites pas, c'est qu'en vérité, il y a un problème. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Voilà. D'accord. Nous faisons la transition justement vers la troisième partie de cette émission qui va justement porter sur votre enfance et l'éducation que vous avez pu recevoir. Mais avant, nous allons suivre une vidéo pour recueillir quelques témoignages. Alors, nous nous sommes connus au collège Notre-Dame de Kolonaba. C'était un collège de jeunes filles. Moi, je suis arrivé au collège en 6e. Elle a commencé le collège à Bobo. Je crois que c'était à Tounma, mais je ne me rappelle plus. Mais elles nous ont rejoints dans les années 60 à Kolonaba. Donc, nous avons cheminé ensemble jusqu'en classe de terminale. C'était une fille studieuse qui aimait vraiment le travail bien fait déjà. C'était une bonne camarade. Nous étions de la même religion. Bon, elle faisait le guidisme, moi j'étais GEC, mais on s'entendait bien. Disons, on s'est connus à l'université d'Abidjan, puisqu'elle étudiait, je crois, lettres, et moi je faisais sciences éco là-bas. Et comme les étudiants burkinabés, disons, avaient des réunions et tout ça, donc on s'est connus là-bas. Et puis son mari, c'est un frère, c'est un grand frère. Donc souvent, enfin, on pouvait se rencontrer parfois en famille. Et c'est là qu'on s'est vraiment connus.
Elle était très joviale, puis, disons, elle s'entendait bien avec tout le monde. Elle est très serviable. Alors, vous êtes né à Manina, au Mali. Oui. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre tendre enfance? De quoi vous vous rappelez quand vous pensez à votre tendre enfance? 4 ans, 5 ans, 7 ans. Ben, c'est avant tout le cadre familial. D'accord. J'avais des frères. J'ai eu une petite sœur qui est décédée très tôt. Vous avez combien de frères et sœurs au total? J'ai eu une seule sœur qui est décédée très tôt. Et j'ai eu 7 frères, dont les 2 premiers, je ne les ai pas connus. Ils sont décédés avant ma naissance. Dans la famille, j'étais donc la seule fille. D'accord. Et je me rappelle bien que, bon, je grandissais au milieu de ces garçons-là et puis je me bagarrais avec eux, surtout celui que je suivais immédiatement. Et puis, on avait à peu près la même taille, donc on se bagarrait très fréquemment. D'accord. Voilà. Donc vous ne vous laissez pas faire? Ben, il fallait bien que je me défende. Alors, quel genre d'éducation vos parents vous ont donné? C'est sur quoi ils mettaient l'accent? Je dois préciser que papa faisait partie des premiers catéchistes du diocèse, de l'ancien diocèse de Nouna, qui s'étendait jusqu'à 100. Donc, il s'est converti au christianisme, il s'est marié avec une femme et ils se sont engagés tous les deux dans l'apostolat, dans vouloir porter l'évangile à leurs frères. Et c'est comme ça que nous sommes nés les uns les autres dans des villages différents. Mais papa, c'était un gros travailleur, rigoureux avec lui-même et aussi rigoureux envers ses enfants. Si tu étais paresseux, ça, tu n'avais pas de place dans le cœur de papa. Okay. Donc, le travail bien fait et puis être très tôt levé, mais aussi très tôt couché. Oui, c'était ça. Et bon, moi étant la seule fille, maman, évidemment, vous connaissez le travail dans les campagnes pour la femme. Il y a beaucoup de choses à faire. Les travaux domestiques et puis les travaux champêtres. Donc, elle était toute seule et très tôt, donc j'ai dû la seconder. Et quand je revenais des vacances, par exemple, et dès que j'ai eu 12-13 ans, bon, dès que j'arrivais, elle ne me faisait plus rien à la cuisine. J'étais obligée de tout assurer. Et donc, j'ai appris le travail. J'étais femme, donc j'ai été éduquée pour être femme ménagère, maîtresse de maison, donc, et tout. Et on m'a appris donc toutes ces règles-là, le respect, l'accueil des étrangers et tout ça, le respect du mari, du conjoint et tout. Bon, voilà, j'ai essayé. D'accord. Puis j'ai suivi pour mon éducation les filières des écoles catholiques tenues par des religieuses jusqu'en terminale. Donc là aussi, bon, vous pouvez imaginer un peu ce que c'était que l'encadrement dans ces établissements-là. Bon, par exemple, si tu te lèves, la première des choses que tu dois faire, c'est de faire correctement ton lit. Vous nettoyez vos chambres, vos dortoirs et tout et tout. Donc, bon, vraiment, on nous éduquait pour être de bonnes maîtresses de maison. En plus de notre travail, évidemment. Voilà. Donc, ce n'était pas que l'instruction, il y avait l'éducation. Il y avait l'éducation. Ce qui aujourd'hui semble faire défaut, où on semble mettre l'accent sur l'instruction et l'éducation qui est minorée. Maintenant, est-ce que ceux qui enseignent ont eux-mêmes reçu une éducation? Point d'interrogation. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu.
Et si tu as grandi dans une famille où, bon, on ne t'a pas donné d'éducation, on ne t'a pas dit tu dois savoir faire ça, tu dois faire ça, il y a ça, etc. Mais tu enseignes. Tu deviens enseignant tout simplement. Enseignant ou enseignant, pas éducateur, c'est difficile. Et vos premières années à l'école primaire, comment cela s'est passé? Est-ce que tout de suite vous avez aimé l'école ou bien c'est par la suite? L'école, je ne sais pas. J'ai fréquenté l'école comme ça parce que papa a décidé que j'irais à l'école. J'ai dit, j'obéis, je vais à l'école. Je ne logeais pas chez mes parents. Mes parents, plus papa, il changeait de village. Donc, j'avais une logeuse qui était une tante éloignée un peu. Donc, il a fallu bien s'adapter. Tu pars le matin à jeun, tu as un repas le soir. Si le matin, tu as un peu de tôt couché, réchauffé, tu es content. Sinon, ben, tu te débrouilles. Mais dire que... Non, je ne me plaignais pas de l'école. Je m'en sortais assez bien. Et c'est tout. Je ne voyais même pas où ça pouvait me conduire. Vous êtes retrouvé en Côte d'Ivoire par la suite pour continuer vos études? Oui, après le bac et après mon mariage. Okay. Les seuls examens que j'ai passés en connaissant du cause, c'est le bac. Parce que je voulais me marier après le bac. Donc je ne voulais pas rater le bac. Il fallait que je me marie aussi. Donc, se marier à l'époque, c'était risqué de ne pas continuer ses études? Non, je pouvais continuer, mais je voulais me marier avant d'aller à l'université. D'accord. Voilà. Ok. Et finalement, qu'est-ce qui vous a motivé à embrasser la carrière de l'enseignement? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir enseignante? Bon, disons qu'à l'époque, en fait, l'enseignement, c'était le métier le plus courant. Et je ne sais pas si c'est le plus facile, mais en tout cas, c'est le métier le plus courant. Et donc, moi, je suis tombée aussi sur quelqu'un qui aimait l'enseignement. Et donc, nous avons décidé tous les deux de nous engager dans l'enseignement. D'accord. On sait que vous avez été scout. Oui. Certains parmi vos enfants également sont devenus scouts. Oui. Est-ce la mère qui a transmis le virus du scoutisme dans la famille? Ben, le papa est plus scout. Sinon aussi scout que la maman. Hein. Ok. Donc, c'est une affaire de famille. Voilà. Ok. Quelles sont les valeurs qu'on enseigne dans le scoutisme? Je ne sais pas. J'espère qu'il y a des scouts parmi vous, d'anciens scouts parmi vous. Et il y en a. Donc, j'aurais pu leur poser la question. Valeur du scoutisme, c'est d'abord le goût de l'effort, le goût du travail bien fait, le respect de l'autre, la considération accordée à l'autre et le service, servir Dieu et sa patrie. Voilà la devise. Être prêt, c'est-à-dire être toujours prêt à servir. Et donc, avec tout ça, on pourrait dire qu'il était plus difficile d'échouer à l'époque, d'autant plus qu'au niveau de la famille, une bonne éducation, dans la communauté, un suivi de l'éducation, au niveau du scoutisme, des valeurs enseignées qui amènent à aimer le goût de l'effort. Donc il y avait beaucoup d'instruments, beaucoup d'espace qui amenaient l'enfant tout de suite à être un modèle, à être sur la bonne voie. Pour ceux qui voulaient bien s'engager, effectivement, c'était difficile d'échouer. Mais vous savez, comme partout ailleurs, il y en a qui n'aiment pas trop les choses. Donc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, effectivement, on était mis dans des conditions pour avancer, pour réussir. Parce que les internats à l'époque, par exemple, à l'internat à Tounouma, nous avions les uniformes, mais ce n'est pas nous-mêmes qui les lavions. On ne les lavait, on ne les repassait et nous les portions. On avait un uniforme pour lundi, mardi, mercredi. Mercredi soir, on enlève ça, on dépose au pied du lit. Et puis le jeudi, on vient nous déposer un autre uniforme qu'on porte le jeudi, vendredi, samedi, et puis une autre tenue dimanche. Donc, vous ne lavez pas, vous n'avez pas de lessive à faire, vous n'avez que vos petits effets de choses, vos sous-vêtements à laver, on vous donnait du savon pour ça. Donc, si avec ça, tu ne travailles pas, vous mangez matin, midi et soir. Si avec ça, tu ne travailles pas, c'est que vraiment, tu ne veux pas, quoi. D'accord. Et quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui aux enseignants pour qu'ils soient de bons enseignants et qu'ils puissent avoir de bons résultats avec leurs élèves?
Bon, moi je ne sais pas trop ce que j'ai dit, mais l'enseignant, je crois que quand un enseignant prend une classe, son premier réflexe doit être d'évaluer le niveau réel de ses élèves. Quels sont les acquis qu'ils ont et quelles sont les défaillances qu'ils ont. Et puis essayer de combler ces défaillances-là et s'appuyer sur les acquis pour avancer. Si vous prenez une classe de CP2 et vous ne vous assurez pas que l'alphabet, les premiers trucs de l'alphabet, l'enfant n'a pas acquis ça et que vous voulez continuer, mais vous ne pouvez pas. Donc je pense que quelle que soit la classe où tu prends un élève, ou CM1, CM2 ou C1, le premier réflexe, c'est d'évaluer le niveau réel de l'enfant, des enfants. Et puis essayer de combler les déficits et à partir de là maintenant, construire un programme pour avancer. Ça ne sert à rien de courir après un programme pour le terminer alors qu'il y a trop de lacunes que l'enfant n'a pas réussi à combler. Il va traîner ça jusqu'à l'université et ça va être des problèmes. Parce que justement, dans certains contextes et environnements, quand l'enfant échoue, on estime que c'est l'enseignant qui est mauvais. Donc c'est à l'enseignant de trouver les astuces pour pouvoir amener l'enfant à bien travailler. L'enseignant n'est pas seul. Dans une école, il y a l'enseignant, il y a ses collègues, il y a le directeur. Son premier encadreur pédagogique, c'est le directeur d'école. Donc l'enseignant doit pouvoir compter sur son directeur d'école. Le directeur d'école a son inspecteur, qui est aussi son encadreur pédagogique. Donc il y a toute une organisation. Si chacun joue son rôle réellement, si le directeur d'école joue son premier rôle d'encadreur, en contrôlant les préparations des classes de ses enseignants, en relevant les incohérences ou les manques de ses enseignants et en les aidant à corriger eux-mêmes leurs déficits. Et l'inspecteur aussi de son côté, il suit les directeurs d'école, il suit les enseignants pour les aider. Bon, ça peut aller. Mais s'il n'y a pas cette synergie d'action-là, c'est compliqué. Si l'enseignant est laissé à lui-même, c'est difficile pour lui de s'en sortir. D'accord. À présent, nous allons passer à la rubrique Corbeille, où vous allez tirer un bout de papier qui va représenter un gage à exécuter. On verra bien. Et si on n'exécute pas, on paye combien? On verra. On va essayer de trouver une bonne formule pour compenser. Bon, je ne sais pas. Bon, la danse. La danse. Ouais. Ah, yeah. J'ai appris que dans la famille, vous avez des artistes également. Vous avez des enfants qui sont artistes et des petits-enfants. Oui. Oui. Je vais me faire aider par notre première petite fille. D'accord. Premier petit enfant. Audrey, tu peux me donner un coup de main? D'accord. Donc, exceptionnellement, les leçons de vie, on reçoit une autre personne qui viendra donner un coup de main à l'invité. Tu peux chanter quelque chose? Je ne sais pas si je pourrais danser, mais en tout cas, tu chantes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Audrey, la petite fille de Madame Jeanne Sommet. Et je vais chanter une petite chanson pour elle, pour qu'elle relève son défi. Donc, j'ai choisi Sweet Mother, une chanson que j'aime bien, que j'ai reprise d'ailleurs, et qui sied bien quand même à ma grand-mère. Donc, on va aller avec ça. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer way you suffer for me, yeah. Sweet mother, I no go forget you. For the suffer way you suffer for me, yeah. When I dey cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wait till you dey cry, no, stop. Stop, make you no cry again. When I dey hungry, my mother go run up and down. She dey find me something where I go chop. Oh. Sweet mother, sweet mother, oh, eh. Bravo. Merci, Audrey. Ça se voit que les enfants et les petits-enfants n'ont pas volé. Parce que si la grand-mère et la maman se déplacent très bien sur la scène, voilà, c'est tout dit. En tout cas, merci pour cette belle prestation. Merci.
Juste après cette rubrique, nous passons à la suivante qui va porter sur vos citations préférées. Quelles sont vos 3 meilleures citations? Citations ou proverbes, que ce soit en français, que ce soit en langue, que vous allez traduire. Voilà. Des phrases fortes que vous aimez bien, qui sont des sortes d'éléments motivants pour vous. Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Il ne faut jamais remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Si vous remettez tout le temps à demain, vous ne ferez rien. Aujourd'hui nous appartient, demain ne nous appartient pas. Donc si quelque chose te tient à cœur et que tu veux le faire, tu l'envisages, il vaut mieux le faire. À force de remettre, tu ne le feras jamais. Deuxième citation. Je dis souvent aux enfants, quand ils ne veulent pas, ils disent qu'ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas manger. Je dis, ma maman m'a toujours dit que la meilleure nourriture, c'est celle qu'on a quand on a vraiment faim. La meilleure nourriture, c'est celle qu'on a quand on a vraiment faim. Voilà. D'accord. Quand on n'a pas faim, on choisit, on dit oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais quand la faim vous tenaille là, vous ne choisissez pas, hein, et vous trouvez que c'est bon. Que c'est bon. Et puis, troisième. J'aime bien ce passage de l'Écriture sainte. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, Seigneur? Voilà. Nous sommes tellement petits et nous nous en rendons pas compte. Mais Dieu nous a donné des possibilités. Or, si nous regardons, on est faible en fait. Quand nous regardons parfois les animaux, même les plantes, l'homme est très faible à côté de tout ça là. Donc, je crois que c'est vraiment, comme le dit, on a dit encore, il nous a fait un tout petit peu moindre qu'un Dieu. Ça nous a donné beaucoup de possibilités que nous ne savons pas toujours exploiter. Et nous ne voulons pas reconnaître que c'est lui en fait qui nous guide, qui nous donne la vie, qui nous permet de faire ceci ou de faire cela. Aujourd'hui même, l'être humain veut balayer Dieu de sa vie. Il y a des humains qui veulent prendre la direction du monde et nous réduire tous à l'état d'objets entre leurs mains. Ils ne savent pas si demain ils seront vivants ou pas. Mais c'est Dieu qui leur a donné cette intelligence, mais ils ne sont pas assez intelligents pour se dire attention, je ne suis rien parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fabriqué. Et je dois penser à ce quelqu'un-là. D'accord. Merci en tout cas pour ces très belles citations. Nous passons maintenant à la rubrique Souvenirs, souvenirs. Nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter en 1 minute maximum. Là, c'était les assises nationales sur l'éducation au Burkina Faso avec le Premier ministre Paramanga Yoni. J'étais le rapporteur général de ces assises. Et c'est la cérémonie de clôture. Voilà toujours les assises. L'éducation nationale. Ça, c'est la prestation de serment à l'entrée au Conseil constitutionnel. Ça, c'est ma famille. À l'occasion de nos 40 ans de mariage, M. Somé avec les enfants et les petits-enfants de l'époque. Alors ça, c'est le collège de Tounouma. Nous étions en classe de 4e. Ça, c'est le scoutisme, le guidisme catholique. En Côte d'Ivoire, une réunion en Côte d'Ivoire, avec différentes nationalités. Ça, c'est le mariage de notre fils aîné, Eugène Conquer. Oui, le Conseil constitutionnel. Après la prestation du serment, nous avons fait une photo avec le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale. Là, c'est ma maman, mon mari et puis nos enfants. Nos 5 enfants.
D'accord. Donc, merci de partager avec nous ces très bons souvenirs. Nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Nous allons suivre une dernière vidéo. Tante Somé, je sais que vous êtes une femme battante. Vous aimez les gens, particulièrement ma modeste personne. Vous m'avez toujours épaulée. Je vous souhaite une bonne santé, de faire une longue vie pour que vous continuiez toujours à faire le bien à chaque personne que vous aimez. Continue à faire ce que tu as l'habitude de faire. Mais compte tenu de l'âge que tu as, ménage-toi et vois un peu tes voyages parce que mine de rien, c'est éreintant. Alors maman, je voudrais te dire d'arrêter de t'inquiéter pour nous parce que bon, quand chacun de nous a des problèmes, il faut que tu prennes ça à bras le corps. Tu n'as plus besoin de faire ça. Tu nous as éduqués, tu nous as donné les moyens pour nous battre, pour nous en sortir dans la vie. Et nous te remercions pour ça. Et que Dieu te bénisse à jamais. Te donne une longue vie dans la santé. Je disais à ta fille, j'ai dit vraiment, vous avez une mère formidable. Une mère qui est très attachée à la prière, à Dieu. C'est une mère formidable. Et vraiment, je disais à cette fille-là que vous avez de remercier Dieu, de rendre grâce à Dieu de vous avoir donné une mère comme Jeanne. Madame Somé, en tout cas, on a été toujours bien ensemble. On a fini les études. Chacun est parti de son côté dans la fonction publique ou ailleurs. En tout cas, tu as toujours été correct avec nous. Moi, j'ai 80 ans. Je ne sais pas combien il me reste, mais j'aurais voulu qu'on prolonge cette amitié-là et, disons, cette parenté-là continue jusqu'à la fin. C'est ce que je voulais te dire. Alors, maman, la première chose que je voudrais te dire, c'est que je t'aime. Tu le sais, je ne te le dis pas assez devant tout le monde. Tous ceux qui vont voir cette émission sachent que je t'aime énormément et je suis très fière de toi. On ne choisit pas sa famille, mais Dieu m'a donné une mère exceptionnelle et je tiens à te le dire aujourd'hui, extrêmement fière de toi. Et on suit tes traces, on espère que nos enfants diront ça de nous un jour. Maman, encore, je t'aime et puis gros bisous. Alors, un petit commentaire à la suite de ces témoignages. Non, je remercierai le Seigneur aussi de m'avoir donné la vie qu'il m'a donnée d'abord, la famille dans laquelle j'ai grandi, le mari qu'il m'a donné et toutes ces personnes formidables qu'il a mises sur mon chemin, avec lesquelles j'ai travaillé, lesquelles j'ai collaboré et qui m'ont vraiment aidé d'une façon ou d'une autre. Je les remercie tous et je demande à Dieu de me garder dans sa grâce et de m'aider à continuer à faire le peu de bien que je peux encore faire aujourd'hui. Je remercie tous les amis qui ont accepté de parler dans cette émission. Certains n'ont pas pu parler, mais je les remercie. Et je voudrais, si vous me permettez, dire ici un grand merci à un grand frère, un esclave et un ami en même temps, grand ami pour moi, M. Jean Barry. Et je souhaite que Dieu lui donne encore longue vie avec beaucoup de santé. Merci à toutes les religieuses, à tous les prêtres, à tous mes professeurs du primaire, secondaire, université qui m'ont formé. Que le Seigneur reçoive ceux qui ne sont plus d'ici et qu'il bénisse ceux qui sont encore en vie. Merci à vous. Je ne sais pas qui vous a dirigé ici,
Et voici modestement la personne qu'on vous a dit de rencontrer. Je vous souhaite d'aller de l'avant dans votre profession et que votre télévision prenne toujours de plus en plus d'envergure et aide aussi le peuple burkinabé à s'éduquer, à éduquer ses enfants et à se prendre en charge dans son développement économique et social. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci. Amen. Alors, il faut dire que ce sont des enseignants, plus précisément des enseignantes qui nous ont guidés vers vous, parce qu'ils estiment que vous êtes leur modèle et qu'il serait intéressant que vous puissiez passer à cette émission pour prodiguer des conseils non seulement aux enseignants, mais de façon plus globale aux parents pour le suivi de leurs différents enfants. Donc, c'est dit que tout le travail que vous avez abattu, cela a fait tache d'huile. Il y a beaucoup de personnes qui en gardent de bons souvenirs et qui vous prennent pour modèle dans l'exercice de leurs fonctions aujourd'hui. Donc, soyez remerciés également. Oui. Merci bien. Voilà. Et que toute la gloire revienne à Dieu dans tout ça. Eh bien, merci Madame Somé, Merci. une fois de plus, de nous avoir reçus chez vous. Eh bien, merci à vous. Merci également aux téléspectateurs qui ont pris de leur temps pour nous suivre tout au long de cette émission et qui sans doute ont pu tirer des enseignements et des leçons sur votre parcours, sur ce que vous avez pu apporter en tant qu'enseignante, en tant que Burkinabé tout simplement. En tout cas, nous avons pris du plaisir à vous suivre. Chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour de prochains numéros de l'émission Leçons de vie.